Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour vous souhaiter une belle année 2026. J'espère que cette année sera pour vous pleine de joie, de belles lectures, de beaux projets, de beaucoup de bienveillance et surtout de bonne santé. Bon, je vous promets pas de retour, j'essaye de revenir en vidéo parce que j'ai vraiment envie de le faire. Si vous saviez le nombre de vidéos avortées que j'ai dans mon ordinateur, j'ai tourné des choses, j'ai parfois passé des heures à les monter. J'ai rien sorti, donc là j'espère vraiment réussir à sortir celle-ci. Mais je me suis dit que ça allait être motivant la nouvelle année pour vous faire une vidéo, pour vous parler tout simplement de mes 10 meilleures lectures de 2026. Et notamment une vidéo que j'avais tournée à la fin de l'été pour vous parler de mes lectures de l'été, qui est un peu la période où j'ai le plus lu dans l'année. Elle est jamais sortie. Voilà. Mais donc dans cette vidéo, il y avait pas mal de critiques de livres. Donc je pense que ce que je vais faire, après dites-moi en commentaire si vous voulez voir cette vidéo. Quand même, je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais vous présenter mon top 10 de l'année. Et comme il y en a beaucoup qu'en fait j'ai lu pendant l'été, parce que j'ai beaucoup lu pendant l'été, je vous mettrai des extraits de critiques, enfin des extraits de la vidéo que j'ai tournée au moment où je critique ces livres. C'est pour vous prévenir que risque d'y avoir des choses qui se déconnectent un peu. On passe d'un hiver un peu où j'ai le teint un peu grisâtre à un été où j'ai le teint un peu plus allé au retour de vacances, quoi. Pour tout vous dire, cette année j'avais un peu comme chaque année un objectif de... Enfin un objectif, c'est plus à titre indicatif qu'autre chose, mais j'avais envie de lire 80 livres, en comptant romans, BD, manga, albums, donc il y a des choses qui se lisent plus vite. Elle est loin l'époque où je lisais une centaine de romans au collège et au lycée, n'est-ce pas? C'était super d'avoir le temps. Mais donc j'ai pas du tout atteint cet objectif-là, parce qu'il y a toute une période de l'année où j'ai pas du tout lu, parce que j'écrivais En quête d'un grand peut-être tome 2, tout simplement. Et du coup j'ai pas du tout lu, paradoxalement, alors que j'écrivais un livre sur la littérature ado, je ne lisais pas de littérature ado. Donc j'ai lu 57 livres, ce que quand même pas mal, mais vraiment en grosse partie grâce à l'été. Je vous mets mon petit graphique de lecture qui vient de Babelio. Franchement, le mois de août, c'est une dinguerie comment j'ai explosé tous mes scores de lecture. C'était trop bien, j'ai vraiment retrouvé le plaisir de lire heure après heure comme ça, sur la plage, le soir, le matin, enfin à n'importe quelle heure, en oubliant le temps qui passe et en me plongeant complètement dans les histoires. Mais du coup, il y a plein de mes meilleures lectures qui vraiment viennent du mois d'août, tout simplement. Et voici le petit récap, je vous mettrai la petite capture, mais de toutes mes lectures de 2025. Franchement, c'est trop stylé de les voir réunies ici. Et je vais vous présenter ce qui est certainement les 10 meilleures, en tout cas celles qui m'ont vraiment le plus marqué. Un jour, il faudra qu'on reparle de cette bibliothèque qui est derrière, parce qu'il faut vraiment que je vous la montre en vidéo. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. 5 romans, 2 BD, 2 mangas. Voilà, comme ça je me suis dit que j'allais faire des choses un peu variées. Les BD, il n'y a pas tellement d'ordre, même si j'ai un peu une préférée. Enfin, dans les lectures graphiques, je veux dire, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je vais commencer par les romans. Comme ça, il n'y a pas vraiment de top 10, mais dans les romans, par contre, j'ai un peu un top 5. Donc on commence par les romans. En 5e position, je mettrai Le Pays des Autres de Leila Slimani. Cette année, j'ai eu la chance de voyager à 2 reprises. Le deuxième voyage, c'était un peu plus sur début 2026 que fin 2025, mais quand même. Et moi, j'adore quand je pars en voyage accorder ma lecture au pays. Et notamment prendre un roman d'un auteur ou d'une autrice du pays que je visite. Et donc là, Leila Slimani, vous en doutez, j'étais donc au Maroc pendant un peu moins d'une semaine avec ma famille. Et du coup, j'ai eu envie de me lancer dans la trilogie du Pays des Autres que j'avais jamais lue, alors que j'en entends parler depuis très longtemps. Et franchement, c'était trop bien et c'était vraiment une trop bonne idée pour me plonger dans la culture du pays. Le Pays des Autres, c'est une saga familiale sur 3 tomes où on traverse une grosse partie de l'histoire du XXe siècle et on suit notamment plusieurs générations de femmes et leur place dans la société marocaine. C'est hyper bien écrit, c'est hyper beau, les personnages sont à la fois hyper justes et super romanesques. Enfin, il y a vraiment ce côté grand roman réaliste, poétique et immersif, que ce soit d'un point de vue historique ou familial. Et en même temps, ce côté critique sociale, témoignage d'une époque, enfin, elle est hyper forte sur cet équilibre entre les deux. C'est une écrivaine franchement magnifique. Moi qui lis plus de littérature ado que de littérature adulte, là j'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment, il y a plein d'émotions qui nous traversent et beaucoup de choses difficiles aussi, puisque vous vous doutez que l'histoire des femmes dans la société marocaine entre le XXe siècle et aujourd'hui, c'est pas que des choses positives, et aussi parce que ça traverse du coup différentes crises politiques, mais c'est aussi trop intéressant pour ça, et c'est pas du tout plombant, on est directement dedans. Vraiment, je suis hyper impressionné par le talent de Leila Slimani, et je vous recommande
énormément de lire Le Pays des Autres. Quatrième position, encore un livre de littérature pour adultes. Vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de quitter les mondes de la littérature ado, mais j'en ai lu plus cette année, et celui-là c'est pas pour rien. Il s'agit du Complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood aux éditions Zulma, qui m'avait été conseillé. Donc quand Tom et moi on a sorti Enquête d'un grand peut-être tome 1 en 2020, on a fait ensuite une tournée de librairie en 2021, et dans toutes les librairies qu'on visitait, je demandais aux libraires de me conseiller un coup de cœur, genre un énorme coup de cœur, pas forcément en littérature ado, un truc que je devais acheter. Et depuis, je les lis petit à petit. Il y en a plein que j'ai pas encore lu, mais celui-là, vous voyez, je l'ai sorti de ma palle genre 3 ans après, quelque chose comme ça. Il m'avait été conseillé par Violette de la librairie Morguelunes, qui est une toute petite librairie à Amplepuis, qui est géniale. Et ce roman était vraiment incroyable. Je vous mets la critique que j'ai faite quand j'ai tourné cette fameuse vidéo du mois d'août. C'est une espèce de roman gothique qui se passe à Cambridge de nos jours, mais on est dans une ambiance un peu surannée. Franchement, ça pourrait se passer au XXe siècle. Il y a un côté un peu désuet. Et on va suivre notamment la rencontre de Oscar avec un frère et une sœur, donc Iris, dont il va tomber amoureux, et ils vont commencer à avoir une relation assez forte tous les deux, et le frère d'Iris, Eden Bellwether, qui est un personnage très particulier. Et le roman, donc la quatrième de couverture, dit que c'est un roman sur la frontière entre, comment ils disent, entre la folie et le génie. Et voilà, c'est totalement sur ça. Eden, c'est une espèce de musicien un peu fou, mais en même temps absolument génial, et qui est à la fois très fascinant et très énervant, à la fois effrayant et qui a l'air d'une espèce d'enfant perdu. Et donc tout le roman tourne un peu autour de cette figure-là. Ça flirte presque avec le fantastique, mais c'est pas du fantastique. Il y a une espèce d'enquête, et en même temps c'est un roman du quotidien. Enfin voilà, c'est un roman très riche, assez érudit aussi, très bien écrit, mais qui se dévore malgré tout. Et j'ai vraiment adoré ce roman. J'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer, parce qu'à mon avis, il y a eu en plus un premier chapitre, un prologue assez intriguant, et à mon avis je suis pas du tout au bout de mes surprises, donc j'ai trop hâte de finir la lecture. Et juste depuis, je l'ai fini. Dinguerie la fin. Je peux rien dire pour rien spoiler, je peux pas trop la commenter, si ce n'est de dire qu'elle était à la fois attendue et totalement inattendue, et qu'elle met vraiment une espèce de point magistral, de point final magistral au roman. Franchement, il laisse pas indemne. En troisième position, bien sûr, Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Alors, c'est pas mon Clara Hérault préféré, mais comme tous les romans de Clara Hérault, j'ai adoré. Pareil, je vous mets la critique que j'en ai faite quand j'ai tourné ma vidéo à la fin de l'été. Juste maintenant. Adoré cette lecture. Alors, j'avoue que je l'ai commencé avec un peu d'appréhension, parce que j'avais entendu des avis plus négatifs sur celui-ci. J'avoue aussi qu'au début, j'étais un peu dérouté, entre autres parce que l'héroïne est quand même insupportable, disons-le nous. En tout cas, au début du livre, elle est bourrée de défauts, et on a un peu envie de la claquer. Et en même temps, et c'est ça qui va être intéressant dans la suite du livre, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un personnage bourré de défauts, mais du coup ultra réaliste, dans lequel aussi on se retrouve beaucoup. Je pense qu'on va tous trouver une part de nous en Léonie. C'est peut-être ça qui est agaçant aussi, c'est qu'on se dit purée, mais moi aussi j'ai été ce jeune adulte paumé qui se posait des questions et qui emmerdait les gens autour de lui, et qui voulait que les gens se plient en quatre pour répondre à ses besoins, ses envies, ses questions. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais voilà, moi ce qui m'a plu, c'est l'évolution de ce personnage, et comme toujours chez Clara Hérault, c'est de toute façon toute sa galerie de personnages. Tous les personnages, ils sont justes. Les dialogues ici et les échanges de SMS qui parsèment tout le livre sont hyper justes et sonnent vraiment très très bien. Et on s'attache à tous, et voilà, on a envie de connaître ces personnages, on a envie d'être dans leur groupe d'amis, on les comprend, on les aime, et c'est un plaisir de les suivre tout au long d'une histoire. Ce livre sonne terriblement juste. Toutes les critiques positives que j'ai pu lire sur le sujet, c'est de ça qu'elle parle, c'est du fait que l'autrice va toucher à un sentiment qu'on n'a jamais vraiment lu en littérature, et elle le fait avec un réalisme fou. Mais vraiment, Clara Hérault, lisez tous ses romans, c'est une perle de justesse, d'émotion et de personnages aussi justes qu'attachants. En deuxième position, et ça vraiment, c'était super inattendu, The Notorious Virtues, merci Nathan pour ton accent anglais, de Alwyn Hamilton. C'est paru chez Elegy, qui est le nouveau label, Young Adult, New Adult, Fantasy, Romantasy, tout ça. Enfin voilà, vous voyez un peu le topo, de Gallimard Jeunesse.
Franchement, l'édition est assez canon. Et gros coup de cœur, vraiment mes gros coups de cœur très inattendus. C'est une espèce de dystopie fantasy qui se passe dans un univers médiéval, mais on est quand même dans le futur, avec une société très glamour. Il y a une espèce de royauté à la tête de cette société qui est scrutée, photographiée par les paparazzi, dont les rumeurs et les ragots qui les concernent sont sur toutes les lèvres. Enfin voilà, il y a une espèce de truc très glamour mêlé à une espèce de fantaisie médiévale. Le mélange est assez étonnant, mais du coup très original. Voilà, ce qui est trop chouette, c'est que tu as une aventure, un côté très blockbuster, un peu à la Hunger Games, avec une espèce de compétition pour savoir qui héritera de la couronne, etc. Il y a des intrigues amoureuses qui, évidemment, font battre le cœur et créent des rebondissements dans les relations entre les personnages. Mais il y a aussi plein d'intrigues de cour, d'intrigues politiques. L'autrice a vraiment décortiqué la façon dont va naître la révolution qui commence à rugir dans le livre et qui va prendre en ampleur petit à petit. Je crois qu'il doit y avoir un tome 2, après il me semble que c'est terminé, mais en tout cas le tome 1 n'est malheureusement pas la fin de l'histoire. Et voilà, ce livre c'est un savant mélange de toutes ces choses-là, et moi j'ai adoré, je l'ai vraiment dévoré comme quand j'étais ado, j'avais envie de le lire sous la couette jusqu'à pas d'heure, et j'ai trop aimé ce mélange de genres, sans jamais prendre le lecteur pour des idiots. C'est complexe, c'est profond, c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment du pur divertissement, mais genre de super bonne qualité. Et enfin, mon top 1 ever, mais vraiment, mais sans aucune hésitation. Je sais que c'était la même chose pour Audrey, ma pote de la chaîne Le Souffle des mots, et que quand elle l'a lu, moi j'ai ressenti la même chose. Elle a senti, et moi aussi, que ça allait être notre coup de cœur de l'année. Franchement, il s'agit évidemment du Monde à la renverse de Jandy Nelson, qui est publié chez Big Bang. Moi j'adore Jandy Nelson, pourtant il n'a fait que 2 romans, mais son deuxième, Le Soleil est pour toi, 2 romans avant celui-là, Le Soleil est pour toi m'avait vraiment profondément touché. On a attendu ce nouveau roman pendant 10 ans, 10 ans, et du coup les attentes étaient très hautes, et elle ne m'a pas du tout déçu. Je me demande même si c'est pas devenu mon préféré d'elle. Je vous mets la critique que j'avais tournée à la fin de l'été quand j'ai fait cette fameuse vidéo. Franchement, je veux bien attendre 10 ans encore pour avoir un nouveau roman de Jandy Nelson s'il est aussi bien que celui-ci. C'est un roman énorme, moi je l'ai dévoré, alors en une semaine quand même, mais franchement je ne pouvais pas le lâcher. Mais j'avais tout le temps envie d'y revenir pour retrouver les personnages, mais sur les derniers jours je me suis forcé à lire d'autres choses, des mangas, des BD entre temps, parce que c'est le genre de livre, vous savez, vous avez trop envie d'arriver à la fin, mais en même temps vous ne voulez tellement pas quitter les personnages que vous ralentissez, parce que vous savez que quand vous allez le refermer, et c'est ce qui s'est passé, vous allez être triste, les personnages vont vous manquer, et vous allez continuer à penser à eux, voire à rêver d'eux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est un livre magnifique, une espèce de roman choral qui est du réalisme magique, mais en même temps, on peut ne pas croire à la magie si l'on veut. Voilà, ça flirte beaucoup avec la spiritualité, ça parle énormément de famille, d'amour, d'homosexualité, de quête d'identité, beaucoup de thèmes qui sont très chers à Jandy Nelson et qu'elle explore ici avec une espèce de romanesque incroyable qui, moi, m'a vraiment emporté. En fait, il y a plein de livres en un. C'est à la fois un conte, c'est à la fois un roman épistolaire, parce qu'il y a plein de petites notes, de petites lettres, de petits mails qui viennent se glisser dedans. C'est à la fois un roman fantastique et à la fois pas du tout. C'est à la fois un roman réaliste, à la fois une aventure, un road trip, une saga familiale. C'est juste incroyable ce livre. Moi, c'est vraiment un des meilleurs livres de littérature ado que j'ai lu dans ces dernières années. Et les dernières autrices pour lesquelles je disais ça, c'était Julia Thévenot, Anne-Laure Bondou, Flore Vesco. Enfin voilà, c'est déjà un de mes livres préférés, je pense. J'aurais presque envie de relire Le Soleil est pour toi, pour rester dans l'univers de Jandy Nelson et aussi pour voir où ils se situent l'un par rapport à l'autre. Mais voilà, ce livre m'a profondément touché. Tous les personnages m'ont touché, chacun à leur manière. Lisez-le, c'est tout, lisez-le. Jandy Nelson, il faut tout lire. Et Le Monde à la renverse, incroyable. Grosse pépite. Du côté des graphiques, alors comme je vous disais, il n'y a pas forcément d'ordre, mais je vais quand même essayer d'y aller un petit peu crescendo dans la façon dont ces ouvrages m'ont marqué. D'abord vous présenter ce manga, Chasse aux cadavres, donc là c'est le tome 3 de Osui Yamazaki, qui est publié aux éditions Casterman. C'est trop bien, donc là c'est le tome 3, il me semble qu'on en est au tome 4 et qu'il doit y en avoir 5 ou 6, enfin c'est une courte série,
Je vous le présente parce que en fait je l'ai beaucoup aimé, alors que 1, je suis pas un gros lecteur de manga, 2, pas un gros lecteur de polar, 3, pas du tout un lecteur d'horreur, et ce manga là il est un peu à la croisée de tout ça, et en fait j'ai trop kiffé. C'est une bande de gamins qui part un peu à l'aventure, mais en gros sur les traces d'une de leurs camarades disparus pour essayer de résoudre un meurtre, et qui va se retrouver imbriqués dans une histoire qui les dépasse très largement et dont ils devraient sortir bien plus tôt que... Enfin, ils n'en sortent pas en fait, alors que vraiment ils devraient sortir de cette histoire qui est pleine de malades mentaux et d'histoires sombres et mystérieuses et vraiment traumatisantes. Je pense que pour des gros lecteurs d'horreur, c'est léger. Pour moi qui n'en lis pas du tout, déjà ça me traumatise. Mais c'est trop bien, le dessin est hyper beau, détaillé, dynamique, lisible, vraiment hyper chouette. Les personnages sont très attachants, ils ont vraiment ce côté de l'enfance qui les rend à la fois adorables et détestables. Et l'intrigue est hyper prenante. Enfin, moi je suis vraiment très fan de cette série et j'ai trop hâte de lire la suite. Deuxième manga que je voulais vous présenter, que je pense vous avez déjà entendu parler, il y a déjà plein de youtubeurs, youtubeuses et booktubeuses qui en ont parlé, c'est Hiraya-Sumi de Keigo Shinzo, qui est publié aux éditions du Lézard Noir. Alors moi j'en suis qu'au tome 2 que j'ai lu cette année. Je crois qu'on en est à 9 ou 10 parus en France, mais qu'on doit avoir à peu près rattrapé le Japon. Peut-être qu'ils en sont 11 au Japon. Mes infos sont vraiment très précises, mais c'est trop bien Hiraya-Sumi. Pareil, je vous mets juste le moment où j'en parlais dans la vidéo que j'ai tournée à la fin de l'été. Mais franchement, foncez. Mais c'est un manga de tranche de vie, tout simplement, sur un jeune homme et, alors je sais plus si c'est sa cousine ou un truc comme ça, qui vont vivre ensemble. Elle est étudiante et lui il a un petit job dans une cabane de pêche, mais il adore par ailleurs cuisiner. On suit aussi ses amitiés, ses amours naissantes, et puis de manière générale leur quotidien. C'est hyper touchant, le dessin est très joli. Enfin, moi qui suis pas non plus un énorme adepte de manga, je trouve que là le style est très travaillé, en même temps assez limpide. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'à la fois rond et simple et rassurant, et en même temps dynamique, très clair, très efficace. Enfin, j'ai peut-être pas très bien les termes pour parler de la façon dont les mangas sont dessinés, mais moi celui-ci je l'aime beaucoup. En plus c'est un format assez grand qui ressemble un peu à un roman graphique, donc je trouve ça très agréable à lire et je suis fan. Côté BD enfin, alors j'ai un peu triché parce que j'en mets 2 en une, mais tout d'abord Salomé Laoche. Salomé Laoche, c'est une jeune autrice qui a déjà remporté pas mal de prix, notamment le prix Révélation ADAGP, je crois, en tout cas du festival Quai des Bulles l'année dernière. Je me demande si elle n'a pas remporté des prix à Angoulême, je ne sais plus trop ce que je vous dis, mais en tout cas, je l'ai découvert par cette BD cet été, qui s'appelle Ernestine. Je l'ai acheté sur l'île d'Oléron où j'étais en vacances. Je vous mets la vidéo où j'en parle. C'est dans un style très naïf un peu, enfin, avec voilà une ligne claire, des grands aplats de couleurs, un univers très coloré. Et c'est l'histoire d'une enfant qui s'appelle Ernestine. Mais ce qui crée un vrai contraste, c'est que Ernestine, c'est une enfant de 9 ans, mais qui est hyper désagréable, qui a un point de vue très cynique sur le monde, qui fume comme un pompier, qui décide vers le début de la bande dessinée de fuguer à Cuba, qui répond à ses parents de manière odieuse, qui fait des paris en ligne, enfin, ou je sais plus ce qu'elle fait en ligne, mais du poker en ligne peut-être. Voilà, il y a un vrai contraste entre l'univers très enfantin de la bande dessinée et le personnage d'Ernestine, mais c'est ça qui est à mourir de rire. Moi j'ai trouvé toute la BD vraiment super drôle. Ce décalage marche très bien, il y a un côté un peu absurde et en même temps ça permet de parler de la société, de la famille, de l'enfance, du monde qui nous entoure de manière tendre et aussi émouvante. Enfin voilà, c'est super réussi. J'en veux plus, j'espère qu'il y aura d'autres tomes de Ernestine. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande encore une fois très vivement. Et en fin d'année, j'ai lu Ancoli, qui est sa dernière BD parue. Cette fois-ci, c'est chez Glénat. Alors, je pense que j'ai un petit faible pour Ernestine, mais Ancoli, c'est trop chouette. Moi, j'ai bien aimé ce côté de rendre la sorcière très banale, et en même temps d'en faire quand même une BD divertissante sur le sujet, et surtout, encore une fois, pleine d'une espèce d'humour grinçant délicieux. Et enfin, et je pense que c'est mon coup de cœur BD de l'année, vraiment, j'ai trop aimé cette bande dessinée, mais surtout je suis déjà très fan de l'auteur alors qu'il a sorti que 3 BD. D'ailleurs je crois qu'il y en a une que j'ai pas lue, mais il s'agit de L'Enfantôme de Jim Bishop. Vous connaissez peut-être Mon ami Pierrot, en tout cas moi j'avais lu et adoré cette bande dessinée, mais vraiment j'aime trop le travail de Jim Bishop
qui est souvent recommandé par Julien Nil, l'auteur de Loup, c'est un peu grâce à lui qu'il a été découvert et publié par Glénat, même si pas que, c'est aussi indéniablement grâce à son talent. Mais j'aime énormément l'univers graphique de cet auteur. Alors là où sur Mon ami Pierrot, on était vraiment dans un univers très Ghibli, très magique, très... il y avait un côté aussi très magistral dans son dessin et vraiment plein de vie. Là, on frôle un peu l'univers du manga et en même temps, on a une ligne claire, vraiment très bande dessinée. Mais il y a un travail des couleurs très dans une ambiance violette et rose qui colle bien à l'ambiance un peu mystérieuse de cette bande dessinée qui fonctionne vachement bien. Et moi, j'ai adoré cette BD. Elle est très surprenante. L'intrigue va pas du tout là on s'y attend, il y a une espèce de switch au milieu de la BD qui est un peu inattendu, comme s'il y avait deux BD en une. Il y a un côté très, comme je vous le disais, mystérieux, mais aussi presque pas gore, mais il y a un truc inquiétant et avec des images étranges et dérangeantes dans la bande dessinée, mais que l'auteur assume avec force et avec talent, encore une fois. Donc voilà, graphiquement c'est une claque, et l'histoire aussi... au début, on a l'impression de savoir où ça va aller, comme je le disais. Ça parle de harcèlement, de ne pas trouver sa place quand on est au collège, d'amitié, mais petit à petit, avec ce côté dérangeant, fantastique, surprenant, l'histoire prend une tournure tout à fait inattendue et en même temps, l'auteur ne se sépare pas de ce propos qu'il a sur la quête d'identité que traverse le personnage principal. Voilà, ça m'a laissé, même si je me rappelle pas de toute l'histoire en fait et de tous les détails, c'est le genre de livre qui m'a laissé des images, des impressions et des souvenirs assez forts. Vous savez, ce genre de souvenirs où vous pouvez pas forcément mettre des mots précis dessus, c'est comme une sensation qui vous habite quand vous repensez au livre, et j'ai adoré et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce que va faire Jim Bishop par la suite. Voilà, c'était donc mes 10 meilleures lectures de 2025. Soyez plein d'indulgence pour ce retour youtubesque, mais en tout cas je vous souhaite le meilleur pour 2026 et surtout dites-moi dans les commentaires quels sont vos plus gros coups de cœur de 2025 et qu'est-ce que vous attendez de cette année 2026. Et bien sûr, je vous invite à retrouver en librairie le tome 2 d'Enquête d'un grand peut-être, a-t-on encore besoin de la littérature ado, que Tom et moi avons fait paraître fin 2025 en librairie. Vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle librairie et aussi en ligne, sauf sur Amazon. Avec Tom, on lance très bientôt une tournée de dédicaces un peu partout en France, dans une dizaine de villes. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram pour suivre ça si vous voulez nous rencontrer et surtout soutenir le projet. On a vraiment besoin de vous pour que ce projet continue à exister, parce qu'on a une petite maison d'édition indépendante qui ne vit que grâce à vous, qui achetez Enquête d'un grand peut-être, et grâce à tous les autres projets qu'on fait. Si vous êtes prof, bibliothécaire, médiathécaire, que vous travaillez d'une quelconque manière avec des ados, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On a des expos, des formations, des interventions qui sont possibles. Voilà, c'est une petite page de pub pour finir cette vidéo, mais c'est une manière pour moi de continuer à défendre et promouvoir la littérature ado. Je le fais d'ailleurs bien plus avec cette activité-là que sur cette chaîne YouTube que j'ai un peu désertée. Mais espérons que 2026 signe un changement dans tout ça. Allez, salut tout le monde, bonne lecture et surtout prenez soin de vous.